5 miliciens tués dans l'est de la République démocratique du Congo ce week-end par l'armée. La région est régulièrement théâtre de conflits à caractère communautaire. L'armée centrafricaine et ses alliés ont repris la ville stratégique de Kaga-Bandoro. Ce carrefour commercial situé à 300 km au nord de Bangui était aux mains des groupes armés depuis 2014. Et puis demande de libération temporaire formulée par l'ex-président tchadien Hissène Habré pour raison de santé. Les victimes jugent inacceptable cette demande. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. En République centrafricaine, les autorités se félicitent que l'armée nationale et ses alliés russes notamment aient pu entrer dans Kaga-Bandoro, ce carrefour commercial stratégique situé à 300 km au nord de Bangui, était aux mains de groupes armés depuis 2014. Les précisions. Les forces armées centrafricaines et leurs alliés ont repris la ville stratégique de Kaga-Bandoro selon des sources sécuritaires. Ils ont mené ensemble des opérations de ratissage dans plusieurs quartiers de la ville, cherchant des armes et procédant à quelques arrestations, confie une source au sein de la société civile. Le marché de cette ville commerciale tournait au ralenti hier et les églises étaient à moitié vides. Cette offensive avait été annoncée comme un objectif important pour les autorités. Une partie des rebelles qui tenaient Kaga-Bandoro depuis 2014 avait donc déjà quitté la ville récemment. Quant à ceux qui s'y trouvaient encore, ils se sont repliés samedi soir sans combattre vers le nord en direction de Kabo et Batangafo. Il s'agit pour l'essentiel des membres de l'UPC d'Al-Khatim, issus de l'Est Seleka et réputés fortement armés. En 2019, après plusieurs tentatives échouées, l'armée centrafricaine avait esquissé un timide retour à Kaga-Bandoro, mais ces troupes restaient cantonnées dans leur base sans mener d'opération. Ils s'en étaient même retirés, affirme une source sécuritaire, après une attaque menée dans le cadre de la rébellion CPC lancée fin décembre. Kaga-Bandoro accueille le plus grand marché de bétail de la Centrafrique, ce qui en fait une ville stratégique, d'autant que la taxation du bétail constitue une source importante de revenus pour les groupes armés issus de l'ex-Seleka. Retour sur la présidentielle au Tchad, le maréchal président Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter face à 6 candidats sans envergure. Alors que l'opposition a appelé au boycott du scrutin, le parti au pouvoir s'est félicité lors d'une conférence de presse à N'Djamena de la mobilisation des électeurs à la présidentielle. Les Tchadiens ont voté ce dimanche à la présidentielle où le maréchal président Idriss Déby Itno brigue un 6e mandat qu'il est assuré de remporter face à 6 candidats sans envergure. Ceci après avoir écarté les rares ténors d'une opposition divisée. En attendant les résultats, l'opposition considère que son appel au boycott du scrutin a été suivi, alors que le pouvoir assure pour sa part que les Tchadiens se sont massivement déplacés pour voter. Moi, j'ai ma carte d'électeur. Oui. Et le pourquoi je ne vais pas aller voter. Parce que si je vote, il n'y aura pas de changement. Et si je ne vote pas, il n'y a pas de changement. Et c'est la raison pour laquelle, tant plus comme on essaie de manifester, de revendiquer nos droits, mais les gens ne nous donnent pas cette chance. Et c'est la raison pour laquelle j'ai refusé de voter. Le vote est important pour nous parce que un citoyen a le droit de vote. Quand il y a vote, il faut voter. Partout dans le pays, dès lors, les électeurs ont en effet pris d'assaut les différents bureaux de vote pour exercer le premier des droits démocratiques. Ce signal politique très fort, envoyé par les Tchadiennes et les Tchadiens, doit interpeller tous les adeptes du chaos qui enchaînent les échecs. Les résultats provisoires sont prévus le 25 avril et les résultats définitifs le 15 mai prochain. Les observateurs de l'élection présidentielle en Djibouti livrent leur copie pour l'Union africaine et l'IGAD. Tout s'est déroulé de façon régulière. Les détails. Une présidentielle remportée par Ismaël Omar Guelleh à plus de 95% des suffrages exprimés selon les premiers résultats.
Tout s'est déroulé en présence des missions d'observation, dont celle de l'Union africaine et de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement. Enfin, sur la base de ce que la mission a observé de la conduite de l'élection présidentielle à Djibouti le 9 avril 2021, la mission d'observation de l'IGAD est d'avis que l'élection a été conduite de manière pacifique et ordonnée. La mission d'observation électorale de l'Union africaine salue la maturité politique démocratique du peuple djiboutien. L'élection présidentielle du 9 avril 2021 constitue un temps fort de la vie nationale en termes de transparence et de régularité du scrutin. Les quelques 215 000 Djiboutiens inscrits sur les listes électorales votaient vendredi lors d'une élection gagnée d'avance par Ismaël Omar Guelleh, leader de ce petit pays stratégique situé aux confins de l'Afrique et de l'Arabie. Le taux de participation du scrutin s'élève à environ 82% contre 68% en 2016. La Cour constitutionnelle doit entériner ces résultats dans les 3 jours suivant la première proclamation s'il n'y avait pas de contestation d'une partie. Je le disais en titre, l'ancien président tchadien Hissène Habré a demandé l'autorisation de sortie de prison pour 6 mois, principalement pour des raisons de santé. La demande passe mal auprès des victimes. La demande de Hissène Habré, ex-président tchadien, d'obtenir l'autorisation de sortir de prison pour 6 mois est jugée inacceptable pour ses victimes. Si elle est accordée, l'ancien chef d'État qui purge une peine de prison à perpétuité pour crimes contre l'humanité pourrait être libéré le 13 mars pour le Ramadan. Les victimes de la répression menée par l'ancien chef d'État tchadien ne comprendront jamais et ne vont pas tolérer une éventuelle libération, même temporaire, estime Hassan Dioman Diaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Les victimes ne comprennent pas cette attention singulière ou discriminatoire, selon qu'il s'agisse de M. Hissène Habré ou des victimes. Et elles, personne ne semble s'occuper de leur sort. Elles ne sont pas indemnisées depuis le procès. Ces victimes sont laissées pour compte, a-t-il ajouté. L'ancien président Hissène Habré, à la tête du Tchad de 1982 jusqu'à en être chassé par l'actuel chef de l'État Idriss Déby en 1990, a mené une répression qui a fait 40 000 morts, selon une commission d'enquête tchadienne. Il a été condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité par un tribunal spécial africain à Dakar en 2017, où il s'était réfugié. En République démocratique du Congo, l'armée a annoncé ce samedi avoir tué 5 miliciens dans des combats dans les hauts plateaux de l'est du pays. Des conflits à caractère communautaire, ils sont régulièrement signalés. Le capitaine Dieudonné Kassirika, porte-parole de l'armée dans la province du Sud Kivu, a indiqué dans un communiqué que la coalition Makanika Etouig-Wanero a attaqué une position des forces armées de la RDC à 15 km de Minembwe. Selon la même source, après d'intenses combats qui ont duré toute la journée de vendredi, le bilan provisoire est de 5 combattants tués. La situation étant sous contrôle des forces armées de la RDC depuis samedi dans la journée, la population qui a fui en Beauce est invitée à regagner ses habitations. Dans un autre incident toujours dans les hauts plateaux de Minembwe, des bergers Banyamulenge, pourchassant des miliciens qui avaient volé leurs vaches, ont été tués lors d'un accrochage avec les FARDC, également aux trousses de ces miliciens. Dans cette confusion, il y a eu échange des tirs entre les militaires et les bergers. 3 bergers ont été tués et 2 armes récupérées par les FARDC, a indiqué le capitaine Kassirika. Dans les hauts plateaux, les conflits opposent les Banyamulenge, des Congolais Tutsis aux lointaines origines rwandaises, aux communautés Bambé, Fuliro, Yundu, sur des contestations autour de l'autorité locale, du contrôle des terres et des ressources naturelles. Fin mars, un dialogue entre ces communautés était organisé par les autorités à Kinshasa, sans mettre fin aux violences régulières. Et puis le calme était revenu dimanche à Damasak, une ville du nord-est du Nigeria. Une attaque djihadiste contre des installations humanitaires a fait au moins 4 morts selon des sources militaires et humanitaires. Reportage.
Des dizaines de combattants djihadistes ont lancé samedi soir une attaque sur Damasak, dans l'état de Borno, où ils ont incendié des installations humanitaires et le poste de police. L'attaque, la deuxième, a visé une des 9 bases humanitaires des Nations Unies dans ce pays en un peu plus de 2 mois, a fait au moins 4 morts et 4 blessés, selon les mêmes sources. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, a revendiqué cette attaque dans un communiqué publié dimanche, rapporte le site de surveillance SITE, et a affirmé avoir mené une autre embuscade contre une patrouille militaire dans le même état, faisant des victimes. La situation générale à l'intérieur de Damasak est relativement calme, mais imprévisible, a déclaré à l'AFP un employé d'organisation humanitaire internationale sous le couvert de l'anonymat. Les assaillants qui ont tenté de prendre d'assaut une base militaire dans la ville ont été contenus grâce à un soutien aérien puis forcés à se retirer après 3 heures de combat, a affirmé à l'AFP une source militaire. Un soldat a été tué et 2 autres ont été blessés, a précisé cette source, faisant état de la destruction de 5 véhicules des assaillants. Au moins 3 femmes ont été tuées par un projectile qui s'est abattu sur la maison où elles se trouvaient pour une cérémonie de mariage, a indiqué une autre source humanitaire. Les djihadistes ont également mis le feu à la maison d'un chef local, à une installation médicale, à une ambulance et au véhicule d'une organisation humanitaire, ont ajouté les 2 sources humanitaires. Le coordinateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, Edward Callon, s'est dit dans un communiqué extrêmement inquiet par les multiples attaques des groupes armés mettant la vie de civils en danger qui nous sont rapportés, précisant qu'à Damasak, les infrastructures de 3 organisations d'aide internationales, partenaires de l'ONU, avaient été touchées. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.